C'était une nuit d'été étouffante à Paris, et alors que l'horloge sonnait 20 heures, la vignette d'ouverture familière de la prestigieuse émission Grand Ontrician sur TF1 envahissait les écrans de télévision de tout le pays. Sur le plateau, assise avec une élégance naturelle, Anne-Sophie Pix, icône incontestée du journalisme français. Réputée pour son intellect incisif, son raisonnement aiguisé et son attitude toujours posée, presque impénétrable, Anne-Sophie est depuis longtemps devenue synonyme d'entretien percutant et réfléchi. À ses côtés était assis le doux et humble N'Golo Kanté, un homme dont le sourire timide et la présence sereine étaient devenus sa marque de fabrique. Il était vêtu d'un costume bleu foncé parfaitement ajusté, associé à une chemise blanche impeccable, mais notamment sans cravate. Les mains de Kanté reposaient nerveusement sur ses genoux, un spectacle rare pour quelqu'un si souvent calme sur le terrain. Sa nature solitaire rendait les interviews, en particulier celles avec un public aussi large, un phénomène rare. Mais il avait accepté celle-ci à une seule condition, pas de questions préalablement convenues. Il était déterminé à parler avec son cœur, partageant ses pensées à sa manière authentique. Anne-Sophie, comme toujours, a pris les devants avec assurance, ses paroles coulant avec fluidité lorsqu'elle l'a présenté au public. Ce soir, nous avons l'honneur de recevoir sur le terrain un homme humble mais immense. Il court à 10, et dans la vie, il avance en silence. Kanté hocha respectueusement la tête, offrant son doux sourire caractéristique. « Merci à vous », répondit-il d'une voix douce. L'entretien a commencé par les plaisanteries familières, l'histoire de son enfance dans la banlieue parisienne, son parcours au travers d'un travail acharné, son ascension à Leicester, son succès à Chelsea et le triomphe de la Coupe du Monde. Ses réponses étaient réfléchies mais sans prétention, chaque mot prononcé sans avoir besoin d'être sous les projecteurs. Ses yeux évitaient le regard de la caméra, comme s'il s'écartait intentionnellement, réticent à accorder plus que sa juste part d'attention. Il était clair que Kanté était plus concentré sur le partage de ses expériences que sur la recherche de l'admiration. Pourtant, malgré cette apparente simplicité, Anne-Sophie n'est pas satisfaite. Elle pouvait sentir qu'il y avait plus sous la surface, quelque chose de profond et de complexe qui dépassait sa personnalité publique. Cette fois, elle ne souhaitait pas seulement raconter son histoire, elle cherchait à comprendre l'homme derrière l'image. « N'Golo », commença-t-elle d'une voix douce mais insistante, « N'Golo, tu es admiré pour ta gentillesse, ta douceur et ton humilité. On dit que tu es l'homme le plus gentil du football. Cette gentillesse a-t-elle déjà eu un prix ?» Kanté fit une pause, baissant le regard un bref instant. Une profonde inspiration lui échappa alors qu'il rassemblait ses pensées. Pour la première fois, son sourire vacilla, révélant une vulnérabilité rarement vue. « Oui. » répondit-il doucement. La pièce tomba dans un profond silence. La voix d'Anne-Sophie était presque un murmure, portant un poids qui semblait résonner dans le silence. Elle s'attendait à une anecdote légère, mais ce qu'elle reçut fut bien plus poignant, une révélation qui secoua l'air même de la pièce. « Peux-tu nous en dire plus ?» Kanté prit un moment, ses doigts touchant doucement le col de sa chemise comme s'il cherchait du réconfort dans ce simple acte. Son regard dérivait vers le haut, cherchant peut-être une forme de guidage ou de permission de l'univers avant de parler. Quand ses yeux rencontrèrent enfin les siens, ils étaient humides d'émotion. Dit-il doucement, j'ai perdu quelqu'un à cause de ça. La gravité de ses paroles pesait lourd dans l'air. Anne-Sophie se pencha, son expression mêlant inquiétude et curiosité. Le public à la maison aurait pu supposer qu'il faisait référence à une relation amoureuse, mais le ton de Kanté suggérait quelque chose de plus profond, de plus douloureux qui se cachait sous la surface. Quelqu'un de ta famille, Kanté n'a pas répondu immédiatement. Ses yeux, maintenant remplis de larmes, regardaient vers le sol. Le silence qui suivit fut étouffant, comme si le temps lui-même avait ralenti. Même les caméramens, ne sachant pas comment procéder, hésitaient, ne sachant pas s'ils devaient se rapprocher ou respecter le moment délicat qui se déroulait devant eux. Murmura-t-il. C'est mon frère était mon frère. La pièce devint silencieuse. Personne n'a bougé. Le visage d'Anne-Sophie, habituellement inébranlable et posé, trahissait désormais une profonde empathie alors que ses épaules se resserraient subtilement. Elle était témoin de quelque chose de plus brut, de plus vulnérable que ce à quoi n'importe quelle interview scénarisée aurait pu la préparer. Kanté a poursuivi, sa voix à peine audible alors que les larmes coulaient sur son visage. J'ai des problèmes avec ces gens, ils profitaient de lui, et j'étais ailleurs. Je pensais que si je restais gentil et aidais tout le monde, tout irait bien, mais je l'ai laissé tranquille, et un jour il est parti. À ce moment-là, le sang-froid d'Anne-Sophie s'est brisé. Ses larmes, silencieuses mais incontrôlables,
traçait des lignes douces sur son visage. Il ne s'agissait pas d'un élan explosif d'émotion, mais d'une tristesse profondément contenue, d'une reconnaissance silencieuse de la douleur partagée entre eux. Elle cligna plusieurs fois des yeux, déglutissant difficilement, essayant de retrouver son calme et de poursuivre l'entretien, mais le poids des paroles de Kanté avait complètement changé l'atmosphère. Le public, à la maison ou en studio, ne pouvait rien faire d'autre que rester assis dans un silence stupéfait tandis que le moment se déroulait. Kanté, sentant le poids du moment, tendit la main. C'était un geste simple et authentique, sans prétention et sans hésitation, sans aucune maladresse. Sophie, de son côté, tendit la main et la saisit. Le public, en studio comme à la maison, était plongé dans un état de confusion. Les réseaux sociaux fourmillent de questions, que se passe-t-il? Pourquoi pleure-t-elle? Je n'ai jamais vu quelque chose de pareil à la télévision française auparavant. Pourtant, personne n'avait les réponses. Il n'y avait pas d'explication manifeste, seulement des regards échangés, des regards persistants et une présence qui en disait long. Dans d'innombrables salons à travers la France, un silence inconfortable a commencé à s'infiltrer. Personne ne savait exactement pourquoi l'entretien avait pris cette tournure inattendue, pourquoi il ne s'était pas terminé comme prévu. Mais l'ambiance dans le studio avait changé. Suite à la révélation de Kanté sur son frère, l'air s'est rempli de non-dits. Le temps semblait s'être arrêté. Les caméras continuaient de tourner, les microphones captaient chaque respiration, mais le silence entre eux était plus fort que n'importe quelle question. Fini le journaliste à la recherche d'un titre. Désormais, Sophie n'était plus qu'une femme se tenant devant un autre être humain, l'âme mise à nu. Elle parla doucement, « Merci de partager cela, Nigolo, merci d'avoir partagé cela avec nous, Ningolo, vraiment. » Elle ne se contentait plus de lui poser des questions, elle était avec lui, partageant le poids de sa douleur. Ses yeux, toujours remplis de larmes retenues, étaient maintenant fixés sur elle, comme s'il la voyait pour la première fois. Il y avait une profondeur dans son regard qui mêlait à la fois chagrin et acceptation, comme s'il avait appris depuis longtemps à enterrer ses émotions et à aller de l'avant. Mais ce soir, pour des raisons inconnues, il s'est permis de s'arrêter, de réfléchir et de s'ouvrir. Sophie, sentant la gravité du moment, a décidé d'abandonner le programme scénarisé. Elle a subtilement fait signe à l'équipe de production, un geste discret qui a marqué un changement. La présentatrice chevronnée, qui avait toujours adhéré à ces questions soigneusement planifiées, a désormais choisi de suivre son instinct. Elle a demandé avec une tendresse retrouvée, « Parlez-nous de votre vie personnelle, est-ce que cette douleur vous suit toujours ou avez-vous trouvé un peu de paix ?» La réponse de Kanté fut un sourire doux amer, qui ne masquait pas vraiment la tristesse. Il s'arrêta un instant, comme s'il rassemblait ses pensées, et regarda brièvement la caméra, comme s'il cherchait quelqu'un de perdu avant de reporter son regard sur Sophie. « Je ne pense pas que nous puissions vraiment guérir. Nous apprenons à marcher avec la douleur. Elle devient une partie de nous. » Ces paroles flottaient dans l'air, lourdes de vérité. À la maison, les téléspectateurs sont restés dans un silence stupéfait. Beaucoup s'attendaient à une conversation légère sur le football ou peut-être un aperçu du vestiaire de Chelsea ou des discussions sur son entraîneur, Tuchel. D'autres avaient peut-être espéré quelque chose de plus profond, mais personne n'était préparé à cela, être témoin de la vulnérabilité d'une idole, de l'humanité brute d'un athlète star, dans un moment aussi non filtré de prime time à la télévision. Sophie resta assise tranquillement pendant un moment, absorbant ses paroles, le poids de sa réponse s'installant dans son propre cœur. Pour la première fois, elle semblait également aux prises avec quelque chose de personnel, puis, dans un moment de vulnérabilité, elle a fait une confession qui a surpris même l'équipe du studio. J'avais envie de dire quelque chose que je n'avais jamais dit en direct à la télévision. Les sourcils de Kanté se haussèrent de surprise. Le studio, autrefois rempli du bourdonnement de la préparation et de l'attente, devint complètement immobile. L'un des caméramens ajusta instinctivement le plan, se concentrant sur les yeux de Sophie. J'ai perdu ma mère à cause d'un cancer quand j'avais 12 ans, et pendant des années, j'ai cru que si je devenais fort, professionnel et parfait, je pourrais enterrer ce vide. Mais parfois, il revient. Kanté, incapable de répondre, se pencha légèrement en avant. Son geste silencieux était une reconnaissance d'un chagrin partagé. Le public présent à la maison, ressentant le poids de l'instant, a pu ressentir l'émotion brute partagée entre ces deux personnes. Un téléspectateur, dans un tweet sincère, a exprimé ce que beaucoup pensaient. C'est pourquoi tes paroles m'ont touché parce que personne ne s'attend à ce que la douleur soit murmurée, et pourtant, tu l'as fait doucement, mais c'était un cri. Sophie, les yeux remplis de larmes,
retrouve sa voix, vous avez enfin parlé, mais ce que vous avez dit n'est pas ce que le public attendait. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez, et parfois, il faut pleurer devant des millions de personnes pour nous rappeler que nous sommes tous humains. Ces larmes n'étaient plus des larmes de chagrin, c'étaient des larmes de libération, de soulagement. C'était comme si, dans cet atelier où tant de visages portaient des masques, un profond sentiment de guérison avait commencé. Et puis, dans un ultime rebondissement, c'est Kanté qui pose la question que personne n'a vu venir, « Anne-Sophie, tu es heureuse ?» Sophie halta, prise au dépourvu. Pour la première fois de l'interview, l'air semblait se figer. À la maison, les téléspectateurs dans les salons, sur les canapés et dans les bars retenaient leur souffle par anticipation. Elle a répondu doucement, « Je ne sais pas ». Un profond silence remplit l'espace. Ce n'était pas le silence d'une pause publicitaire, mais une pause lourde, ressentie et pas seulement entendue. À l'écran, 2 personnes, 2 êtres humains, assis l'un devant l'autre, sans aucun scénario, sans aucune défense, vulnérables dans leur humanité. Moi non plus, dit Kanté avec une honnêteté tranquille. Le temps semblait s'être arrêté. À ce moment-là, le monde raffiné de la télévision, un média connu pour ses histoires soigneusement organisées et ses récits édités, est devenu quelque chose de complètement différent, une fenêtre sur une réalité brute et non filtrée. Et la vérité qu'il partageait n'était pas glamour. Ce n'était pas héroïque. C'était fragile. C'était humain. L'émission a continué, mais quelque chose de profond avait déjà changé pas seulement au sein du programme, pas seulement entre les 2 individus, mais dans la compréhension collective de la vulnérabilité et du courage. À ce moment-là, le studio a cessé d'être une scène. Cela s'est transformé en quelque chose de bien plus intime, presque comme un confessionnal. 2 inconnus, devant des millions de téléspectateurs, avaient révélé mutuellement leurs blessures les plus profondes, les plus personnelles. Non pas parce qu'ils partageaient des expériences similaires, mais parce qu'ils partageaient quelque chose de plus rare, une sorte de courage brut de s'exposer au monde sans rechercher de sympathie, sans se produire devant un public. Anne-Sophie resta assise en silence pendant un moment après la réponse de Kanté. Ce dernier échange de mots semblait avoir tout vidé, le scénario, les plages horaires, les pauses publicitaires. Plus rien de tout cela n'avait d'importance. C'était comme si la télévision avait complètement cessé de fonctionner. Elle jeta un coup d'œil à la feuille de questions posée au centre de la tablée, d'un geste simple mais profond, elle la retourna au com pour dire silencieusement « Je n'ai plus besoin de ça ». Puis son sourire changea. Ce n'était plus le sourire pratiqué d'un présentateur, mais le sourire de quelqu'un qui avait été profondément ému, quelqu'un qui se sentait reconnaissant d'avoir vraiment été vu. Je ne sais pas comment terminer cette interview maintenant, a déclaré Kanté avec un rire léger, presque enjoué, qui portait l'innocence de quelqu'un qui comprenait l'ironie de la vie. Peut-être devrions-nous laisser les choses comme ça. Peut-être devrions-nous laisser les gens réfléchir un peu. Anne-Sophie, à ce moment-là, a compris quelque chose qu'elle n'avait pas compris auparavant, que cette interview n'était pas seulement un produit, un divertissement. C'était un miroir, inconfortable et rare, mais brutalement honnête. La caméra a lentement effectué un zoom arrière et, dans un geste inattendu, l'opérateur a enfreint les règles de cadrage et a permis à une partie du studio d'échapper à la vue. C'était comme si le système lui-même confessait, nous ne pouvons pas toujours contenir ce qui est réel. Sur Twitter, le hashtag #BSKanté a fait irruption, mais cette fois, il n'était pas rempli de blagues, de mèmes ou de commentaires sur le football. Au lieu de cela, il était rempli de phrases telles que « Je ne savais pas qu'il portait ça ». J'ai pleuré avec Anne-Sophie. Je ne l'avais jamais vue comme ça auparavant. Partout en France, dans des coins inattendus, les gens ont été émus. Certains ont appelé des membres de leur famille à qui ils n'avaient pas parlé depuis des années. D'autres ont trouvé le courage d'envoyer des messages qu'ils avaient longtemps eu peur d'envoyer. Il y avait ceux qui éteignaient simplement leur téléviseur, sans changer de chaîne, laissant simplement l'écran sombre alors qu'ils essayaient de comprendre le poids de ce dont ils venaient de voir. De retour au studio, Anne-Sophie fit un signe vers les techniciens. Elle ne voulait pas que la série se termine avec l'outro scénarisé habituel ou le morceau de clôture typique. Elle voulait le silence. Elle voulait que l'espace vide parle de lui-même. Et ainsi, l'écran est lentement devenu noir, ne laissant derrière lui que l'image de la douce poignée de main entre les deux. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Le lendemain matin, l'interview était absente des journaux. À 20h, la chaîne a publié un bref communiqué, le présentateur a demandé une brève pause après l'interview d'hier. Sur ses réseaux sociaux, Anne-Sophie n'a posté qu'une seule phrase, « Merci Ningolo, tienne à moi, merci Nigolo »,
tu as ouvert une porte en moi. Le lendemain, elle a été vue se promenant seule dans Montmartre, vêtue de façon décontractée d'un sweatshirt gris et d'une casquette. Un photographe a essayé de l'approcher, mais elle a simplement souri, hoché la tête et demandé gentiment « Aujourd'hui juste, marcheur aujourd'hui ?» Je veux juste marcher. Et ainsi, elle a marché sans sécurité, sans équipage, sans destination apparente. Quelques jours plus tard, un journaliste d'un petit journal local révélait que Kanté soutenait anonymement une ONG dédiée au soutien psychologique des jeunes en deuil. L'année suivante, Kanté publie un petit livre, non pas une autobiographie traditionnelle, mais un recueil de réflexions, de lettres et de fragments, sans couverture tape à accent grave l'œil ni blitz marketing. Dans la préface, il écrit « Gens purs, mais parfois parler aussi sert. Pendant longtemps, j'ai cru que ma valeur résidait dans le silence, mais parfois parler, c'est aussi servir. » Le livre a rapidement attiré l'attention, devenant une lecture obligatoire dans certaines écoles françaises, tandis que l'entretien lui-même a remporté de nombreux prix. Mais au-delà de toutes les distinctions, elle a trouvé sa place dans la conscience collective. Ce n'est pas la révélation d'une vérité cachée qui a conquis le cœur des gens, c'était la compréhension tranquille que même ceux qui semblent les plus réservés portent en eux des océans d'histoires inédites. Des années plus tard, interrogé sur ce jour charnière de l'émission Kanté, il a simplement répondu « Si n'êtes pas interview, priez ». Ce n'était pas une interview, c'était une prière. Et peut-être que cela n'a pas été fait à genoux, mais les yeux fermés, au milieu de la nuit, devant des millions de personnes, sans rien demander. En disant simplement « Je le ressens aussi ». Et dans ce silence partagé, plus puissant que n'importe quel but ou victoire, N'Golo Kanté est devenu quelque chose d'encore plus grand qu'un champion. Il est devenu profondément humain. Il a enseigné au monde que parfois, la plus grande force ne réside pas dans les grandes déclarations, mais dans les paroles calmes que nous offrons lorsque nous nous laissons vraiment voir.